Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 26 septembre 2019 et dans cette vidéo je vais revenir sur CentOS. Donc il y a 2 jours à quelques minutes près, hein, ça fait 48 heures que je vous ai publié cette vidéo sur CentOS 8 est disponible, hein, donc le jour de la sortie. J'ai été très étonné que donc je voulais publier hein, le 24 septembre au soir et puis mercredi, là, donc hier, je me suis levé et avant de partir au boulot, j'ai regardé vite fait et j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 1000 vues. Donc c'est une vidéo qui a honnêtement plutôt bien marché et j'ai été étonné hein, que vous qui me suiviez, vous êtes plus dans le Linux, on va dire professionnel, personnel, Linux, utilisation de tous les jours, logiciel. Et j'ai été étonné que cette vidéo qui parle de CentOS, un Community Enterprise Operating System, donc un système vraiment qui vise le monde professionnel, ait attiré la curiosité de beaucoup de monde. En tout cas, de vous qui me suivez sur la chaîne. J'ai été assez surpris sur ce sujet-là. Mais c'est pas vraiment ça c'est pas cet indicateur-là de vue qui pour moi est intéressant. L'indicateur que je préfère hein, sur une vidéo, c'est le nombre de commentaires parce que effectivement les commentaires que vous mettez, c'est vous réagissez, vous dites ce que vous aimez pas, vous partagez votre expérience, vous partagez pas mal de choses et pour moi c'est ça qui est le plus important dans les statistiques que je regarde des vidéos, c'est surtout les commentaires. Bon après le nombre de vues c'est bien, c'est sûr que s'il y a 3 vues sur une vidéo, je vais me dire ah ça a peut-être pas plu. Mais bon, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ça, c'est le nombre de commentaires et c'est ce que vous écrivez, même si je ne réponds pas forcément à tout le monde parce que dans certains cas je ne vois pas trop l'intérêt de répondre, je lis, il n'y a pas de souci. Par exemple Stéphane ici me dit que c'est pas très intéressant pour le particulier et que c'est très orienté entreprise. Ben, je suis d'accord avec lui, c'est un constat, de fait c'est ça, donc je vais pas lui dire oui je suis d'accord, en fait c'est vrai ce qu'il dit, après ici j'ai présenté la distribution, j'ai présenté CentOS, j'ai été plutôt, j'ai présenté les faits, j'ai montré ce qu'il y avait de beau. Après, j'ai pas donné mon avis et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Aussi bien sur la partie distribution, la version 8, la partie graphique, non graphique. Je vous ai mis une version graphique ici. C'est pour pouvoir aborder et la partie graphique et la partie non graphique de CentOS. Donc je vais me connecter. Avant de me connecter, juste par défaut, on a un GNOME standard, serveur d'affichage Wayland, donc Wayland, GNOME standard avec Wayland, et par défaut. C'est un choix osé, ça m'a posé problème d'ailleurs hein, sur la station de travail que j'ai installée. Alors non pas que GNOME me pose un problème ou Wayland, le petit truc qui m'a posé problème, c'est que au boulot, on a, sur ma station de travail en tout cas, et sur même les PC Windows, on fait du support par VNC. J'installe un petit serveur VNC sur les postes Windows pour prendre la main. C'est très pratique. Et sur les stations de travail Linux, c'est également le cas. Et Tiger VNC avec Wayland, ça fonctionne pas bien du tout. Voilà. Parce que Tiger VNC et le protocole VNC avec Wayland, c'est pas encore ça qu'est ça. Et X11 VNC ne fonctionne de fait plus. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on va trouver une solution et on va regarder, de toute façon on a la possibilité de démarrer encore avec X11 et heureusement là du coup ça fonctionne bien avec X11. Donc Wayland est fonctionnel, en tout cas pour la partie je vais dire station de travail, la carte Nvidia Quadro que j'ai, une carte Nvidia, donc Quadro ça doit être vraiment la partie pro de Nvidia, ça fonctionne vachement bien. Avec le pilote nouveau, hein, comme vous le savez, chez CentOS et Red Hat, on n'a pas de pilote propriétaire NVIDIA. C'est pour ça que je dis que c'est bien orienté entreprise. Ici, on n'a pas du pilote propriétaire NVIDIA installé, machin, tout ça. Et d'ailleurs, par défaut, si on cherche à installer le pilote propriétaire NVIDIA chez Red Hat, c'est un petit peu, voilà, faut installer en interface non graphique, il faut installer le pilote avec ce qu'on va chercher chez NVIDIA. C'est un peu plus complexe, mais le pilote nouveau remplit son job. Et si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu, j'ai pris en photo
mon Asus avec sa carte Nvidia Optimus, et donc j'avais montré le double écran avec Red Hat Enterprise Linux 8 sur le câble HDMI. Donc ma carte Nvidia est connectée sur la sortie HDMI, et donc Optimus et les cartes hybrides sont parfaitement fonctionnelles avec ce pilote nouveau. Et la carte Nvidia Quadro de la station de travail du boulot fonctionne parfaitement bien. Voilà. Après, chez CentOS, c'est bien parce que, pour le coup, comparé à Debian, quand on installe sur du matériel physique, notamment les serveurs Dell qui ont des pilotes, des cartes Ethernet Gigabit Broadcom, et vous vous amusez bien avec Debian pour faire fonctionner ça. C'est pas évident. Ça fonctionne out of box, chez CentOS, donc sur la partie carte Broadcom Gigabit Ethernet. Concernant la partie graphique, donc on a après chez CentOS, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir une base stable. GNOME, on n'a qu'un seul environnement de bureau, c'est GNOME. Donc Red Hat travaille sur un seul environnement de bureau. Ils ont vraiment exclu KDE, XFCE, tout ça. Ce qui va permettre d'avoir un socle stable, cohérent. Et au moins le travail qui est fait, il est fait sur un seul environnement de bureau, et donc le travail est bien fait. Donc l'interaction entre GNOME, systemd, qui est le système d'initialisation, Network Manager, Pulse Audio, et tout ça, ça va être bien intégré. Et moi, à la limite, pour un contexte entreprise, je suis vraiment favorable à ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire que on se concentre, les efforts concentrés sur un seul environnement de bureau, au moins garantissent que c'est bien fait. C'est bien fait. Et on ne multiplie pas les tests, voilà, tester avec KDE, tester avec XFCE, machin. Au moins, on sait que l'intégration est bien faite. Et GNOME est un environnement de bureau plutôt complet, avec support de comptes en ligne, voilà, donc de nombreux comptes en ligne. On peut se connecter également à un compte d'entreprise directement à la création. On peut créer des utilisateurs. Alors, je ne sais pas si on peut les créer utilisateurs, voilà. Je peux ajouter ici des utilisateurs, je suppose. Voilà, ajouter un utilisateur. Et donc ici, on peut directement, voilà, compte d'entreprise, se connecter à un domaine Active Directory. Donc ça fonctionne très bien et c'est intégré nativement dans GNOME. Donc ça, c'est très pratique, en tout cas pour l'entreprise. C'est vraiment que GNOME est un environnement de bureau complet et bien intégré dans dans l'écosystème Red Hat. Donc ça, certains vont me dire oui, je préfère KDE, etc. Ce qui est visible ici, c'est qu'au moins on peut tout faire, les fonctions essentielles pour l'entreprise. Je le rappelle, CentOS est orienté entreprise, Community Enterprise Operating System. Pour revenir sur CentOS, donc on va aller rapidement, j'ai fait quelques recherches pour les avoir ici directement ici, voilà. Et pas celle-là, bien sûr. Alors, EOL, CentOS, yeah. Donc ce que j'apprécie chez CentOS, c'est le support de 10 ans. Donc, enfin, chez Red Hat, de fait, et donc forcément chez CentOS. C'est-à-dire que ici, ça c'est cool, on installe CentOS. Là, j'ai installé en 2014-2015 des stations de travail CentOS 7 au boulot. Et ben, je sais que je ne vais pas aller y retourner jusqu'en 2024. Je ne vais pas réinstaller ces machines avant 2024. Je suis tranquille 10 ans. Chez CentOS 8, on continue, donc on est tranquille jusqu'en 2029 si on l'installe maintenant. Mon seul regret, c'est l'absence de mise à niveau. Alors, autant sur les serveurs, jamais me viendra à l'esprit de mettre à niveau un serveur. Faire une mise à niveau, un upgrade sur un serveur, je trouve ça aberrant, surtout dans le monde entreprise. Ce que je fais, c'est que j'ai mon système. Je dois le passer dans une version supérieure, eh bien j'installe une nouvelle version, j'installe mes applicatifs, je mets mes fichiers de config, je les adapte aux besoins, puisque parfois il y a des montées en version des programmes, des serveurs, etc. Donc il faut refaire certaines syntaxes de fichiers de configuration ont changé, donc on prend le temps de faire ça, on teste, on remet les données, on fait notre processus qui va bien, et après au moment de faire la mise à niveau, eh bien la machine de base, on exporte les données, on les réimporte dans la nouvelle, on coupe l'ancienne machine, sur la nouvelle machine, on met la nouvelle IP ou on modifie dans le DNS, on met la nouvelle IP, hop, et notre service est fonctionnel, l'interruption de service est très courte. Donc ça, c'est vraiment des problématiques d'entreprise. Cependant,
c'est vrai que sur les stations de travail, ça aurait pu être sympa d'avoir quand même une mise à niveau. Par exemple, les stations de travail qui fonctionnent avec CentOS et GNOME, bah, ça aurait été cool d'avoir le processus de mise à niveau. Ça, franchement, ça aurait pu être vraiment sympa. Tac, on met à niveau, c'est super, on est content. On gagne peut-être un petit peu de temps plutôt que de réinstaller, même si sur la station de travail dont je dispose, mon home est séparé, donc j'ai juste réinstallé le système. Foot, c'était plié vite fait, et puis j'ai réinstallé les 3-4 applications que j'avais besoin. Les préférences étant dans le home, c'était vite réglé, quoi. Après, la mise à niveau, ça aurait pu être utile. Alors après, chez CentOS 7, on avait du KDE dispo. On n'a plus de KDE dispo chez CentOS 8. Donc, quid de la mise à niveau si vous avez un environnement de bureau KDE, par exemple. Voyez. Donc, c'est pas forcément évident. Après, l'abandon du support 32 bits, moi, je suis d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Même des PC qui datent de 2005-2006, ils ont des processeurs 64 bits déjà. Et puis du vieux matériel comme ça, même si vous le mettez à jour, vous trouvez une version un PC portable de 2003 qui sont en 32 bits par exemple, bah dans tous les cas, ils n'arrivent même pas à afficher YouTube ou des sites web basiques tellement ils sont bourrés de JavaScript aujourd'hui. Donc virer le 32 bits, ça évite d'avoir des erreurs de compilation qui concernent uniquement des programmes 32 bits. Et beaucoup de programmes maintenant ne supportent plus que du 64 bits. Il me semble que Google Chrome va bientôt abandonner le support 32 bits. Il y a pas mal d'applicatifs qui vont enlever le support 32 bits. Voilà, donc tout ce qui est limitation du processeur, la mémoire, les systèmes de fichiers, bon, j'y reviens pas. Ça, c'est pas très intéressant. Le noyau 4.18, je suis déçu. Ils auraient pu prendre un 4.19 LTS. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, les correctifs de sécurité vont être rétroportés sur CentOS 8, au moins pendant les 5 premières années. Je vous ai peut-être pas montré là, mais les 5 premières années, on a les full updates, donc on a des mises à jour complètes. Les nouveaux matériels nouveaux supports matériels vont être rétroportés pendant les 5 premières années. Les logiciels qui peuvent monter en version, les logiciels non critiques peuvent être montés en version. Ça a été le cas, par exemple, chez CentOS, vous voyez, jusqu'en 2020, pour la 7, on a les full updates. Et donc, le GNOME 3.22 de base de CentOS 7 s'est transformé en GNOME 3.28 aujourd'hui. Donc il y avait des bugs, des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans GNOME. Et Red Hat a jugé plus intelligent de mettre à jour GNOME plutôt que de rétroporter les correctifs. Donc ça, ils peuvent le faire pendant les 5 premières années. Et après les 5 dernières années, donc les années 5 à 10 ans, c'est uniquement les correctifs de sécurité qui sont rétroportés. Voilà, bon, ils vont se donner du mal, mais après, ça marche. D'ailleurs, si on va chez Red Hat, voilà, j'avais dû garder les release notes ici. Je vous en ai parlé brièvement dans la précédente vidéo, mais dans la version 8.1 de Red Hat, ici, si on va dans Graphique Infrastructure, vous voyez, même si le noyau c'est écrit 4.18, en fait, on aura du support de tout ce qui est nouveauté et toutes ces cartes-là, tout ce support-là qui est dispo dans le 5.1. C'est-à-dire que si vous avez une carte AMD Vega, ça fonctionne visiblement qu'à partir du noyau 5.1, mais c'est pas parce qu'il est écrit sur CentOS que c'est le 4.18 que votre carte AMD Vega ne fonctionnera pas. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien lire les release notes et ce qui va être, ce qui est supporté, parce que pour le coup, là, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai essayé avec mon noyau 3.10, avec CentOS 7 et le son noyau 3.10 de démarrer sur un live CD de CentOS 7 sur mon processeur AMD Ryzen, là, on a un Ryzen, et je démarre, je démarre et le système fonctionne. Donc c'est un noyau 3.10, mais visiblement, il y a des correctifs et du support de mon matériel récent qui sont fonctionnels avec la CentOS 7.7 que j'ai voulu tester. Après, côté ce que j'adore chez CentOS et que j'aime bien, donc c'est le support des 10 ans, c'est que les logiciels serveurs vont vraiment être figés dans le temps. C'est-à-dire que ici, j'ai sur mon parc de serveurs Linux, j'ai 90% c'est du CentOS 7, j'ai 2 Red Hat Enterprise Linux qui se baladent et j'ai une Debian, petite Debian qui se balade. C'est sympathique. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis j'ai un Proxmox qui me sert donc pour de plateforme de test et de développement. Bon,
j'ai majoritairement du CentOS 7. Eh bien, c'est agréable parce que même si CentOS 7 est sorti en 2014, je peux mettre à jour mon système avec un Yum Update en toute sérénité, sans inquiétude, parce que je sais que les logiciels qui sont installés vont rester dans les mêmes versions. C'est-à-dire que j'ai un serveur de fichiers, le principal serveur de fichiers, c'est un serveur CentOS 7. Les droits sont gérés dans Samba. Après, ça va sur des partages qui sont sur des targets ISCSI ou d'autres stockages ou un disque virtuel, enfin j'ai plusieurs choses, mais en fait tout est centralisé, tous les accès sont centralisés sur cette machine Samba. Et bien vous voyez, je reste sur du 4.1. Alors c'est sûr que si vous êtes utilisateur particulier, vous allez vous dire oui, c'est vieux et tout, mais les correctifs de sécurité sont rétroportés, mais la version reste la même, c'est-à-dire que je vais pas avoir une surprise en disant bah tiens je fais Yum Update, hop je reboot, oh mince j'ai cassé mon serveur de fichiers parce que entre la version 4.1 et la version 4.2 qui m'a mise à niveau de Samba, eh bien il y a ça qui change dans un fichier de configuration. Vous savez, avec Apache, là, en passant de Apache 2.2 à 2.4, il y a beaucoup de règles qui ont modifié, des règles de configuration qui ont été modifiées. Donc là, au moins, on reste dans la même version du logiciel et on est sûr de ne pas avoir de surprise. Les correctifs de sécurité sont là, hein, donc il n'y a pas de souci. Et il n'y a qu'à aller voir, le CERT, hein, les bulletins de sécurité. On voit hein, chez CentOS 7, Red Hat 7, il y a des correctifs de sécurité qui sont apportés, même sur des branches non maintenues. En amont, non maintenu upstream, comme par exemple PHP 5.4, il n'y a plus de mise à jour upstream, mais s'il y a vraiment des gros correctifs de sécurité à apporter, l'éditeur Red Hat et par ricochet CentOS va bénéficier de ces correctifs. Voilà, si vous avez des scripts Python, des programmes Python, vous avez un applicatif peut-être graphique qui fonctionne avec du Python 2.7, eh bien vous n'allez pas passer en Python 3 qui la syntaxe va changer. Vous n'avez pas de surprise, c'est ça qui est intéressant. De la même manière, Xorg, le noyau, tout ça on est sûr de ne pas avoir de surprise de ce point de vue-là. Après, les applicatifs critiques tels que les navigateurs web vont évoluer. Vous voyez, là, on a la version ESR de Firefox, donc qui est supportée aujourd'hui. La version 60, et ben, vous voyez, même dans CentOS 6, qui est sorti en donc 2020, donc 2010, 10 ans plus tôt que 2020, donc 2010, on a un Firefox 60. Après, vous allez me dire, bah ouais, mais attends, là, tu vois, Adrien, CentOS 8 sort, on a un LibreOffice 6.0. Tu m'as dit tout à l'heure que tu utilisais sur certaines stations de travail CentOS. Bah oui, mais la personne qui travaille sur cette station de travail, elle va récupérer un document qu'on lui envoie par mail. Un docx, elle va peut-être pas pouvoir bien l'ouvrir parce que LibreOffice est un peu vieux. Pas de problème. Les Flatpaks sont là. Donc, si on souhaite de la stabilité sur les programmes bureautiques, pas de problème, on prend cela. Si on veut un peu plus de fraîcheur ou étendre un peu la Logitech à des applicatifs qui ne sont pas fournis par défaut chez Red Hat, on peut aller chercher sur les Flatpak. Flatpak est installé par défaut. On va installer FlatHub. On a tout ce qu'il faut directement. Après, pour terminer là-dessus, vous savez quand même qu'il y a deux petits dépôts, enfin deux petites choses additionnelles qu'on peut avoir chez CentOS. C'est les dépôts EPEL. Donc ici, voilà, j'ai gardé, c'est pour ça que j'ai fait les recherches sur cette machine avant, comme ça, c'est facile, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on a EPEL qui est Extra Packages for Enterprise Linux. C'est un dépôt incontournable qu'on peut installer sur CentOS directement avec sudo dnf install EPEL release. Donc EPEL release, c'est donc le paquet EPEL release est disponible dans CentOS Extra. Et voilà, ça permet d'installer ici directement le dépôt EPEL et d'avoir des logiciels en plus. Et donc par exemple ici, si je fais un sudo dnf install htop, c'est là-dedans qu'on va retrouver htop. C'est dans ce fameux dépôt EPEL. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on va retrouver plein de logiciels ici. Donc htop, c'est facile. J'ai regardé un petit peu juste avant, comme ça je sais où aller. Donc ici, htop, vous voyez, on l'a là. Donc là, il va me l'installer, vous voyez, depuis le dépôt EPEL. Pratique.
Sauf que le fait que ce soit un petit peu trop récent pour le moment, Apple, eh bien, il manque des choses. Donc là, mon hashtop, super, il marche. Mon hashtop, il fonctionne. Mais, regardez, si je vais dans les RPM sources, pour comparer ce qui est comparable, regardez ce que j'avais chez CentOS 7 et ce que j'ai chez CentOS 8, enfin chez Apple 8. Ça fonctionne sur Red Hat Enterprise Linux également. Eh bien, il nous manque des logiciels. Par exemple, si je vais dans la lettre N ici, mon petit logiciel magique, Nmon, qui permet d'avoir un suivi dans la console. C'est vraiment un couteau suisse dont je vous ai déjà présenté cet outil, où vous pouvez voir l'état du processeur, l'état de la mémoire, des disques, du réseau. Il est dispo dans le Apple 7, et si je le cherche ici sur Apple 8, vous voyez, je ne l'ai pas. Je l'ai pas ici. Bon, c'est dommage. Donc pour le moment, il manque encore beaucoup de choses chez Apple 8. Donc là, bon, il manque... C'est pas je veux dire, c'est toujours du plus ce qu'on a dans Apple. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la Red Hat, on la retrouve dans CentOS. Donc il n'y a pas de manque à proprement parler. Après, Red Hat ne va pas tout inclure. Le catalogue logiciel par défaut et les paquets qui sont disponibles chez Red Hat sont beaucoup plus restreints que chez Debian par exemple. Mais ici, bon, vous voyez, il y a des manques chez Apple. Dans les dépôts Apple, c'est là-dedans qu'on a le fameux paquet AKMods. Donc là, qu'on n'a pas ici, mais qu'on va retrouver, hop, ici, donc dans la 7. AKMods, ici, permettait... Hop, AKMods, AKJK, AKMods, voilà, il est sous mes yeux. Ça permet de fabriquer automatiquement des modules, donc ça c'est assez pratique quand vous vouliez installer les pilotes Nvidia par exemple, ou des pilotes Broadcom ou VirtualBox sur votre CentOS. Bon il y a AKMods qui va fabriquer le module noyau, automatique kernel module, va le fabriquer automatiquement. Bon ici chez CentOS 8 on ne l'a pas, donc c'est à dire qu'il y a encore un peu des manques. Après il faut bien penser que CentOS vise les entreprises, donc en entreprise on installe pas le pilote propriétaire Nvidia, le pilote libre suffit amplement. Sur ma station de travail avec la Nvidia Quadro, je ne sais plus ce que c'est comme modèle, le pilote libre fonctionne bien, Wayland fonctionne bien avec ce pilote libre. Le pilote AMD libre, le pilote Intel libre sont fonctionnels, ont les accélérations vidéo qui sont nécessaires. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, j'avais testé d'encoder avec... j'ai installé un Kdenlive sur ma station de travail. J'ai fait un petit test d'encodage vidéo en installant Kdenlive depuis les Flatpak. Et le rendu est vraiment parfait. L'accélération de la carte Nvidia est utilisée et le rendu est assez rapide pour le coup. Mais voilà, le dépôt Apple, il y a encore des petits manques. Après, si je vais sur pkgs.org... Hop, ici, je vais aller voir sur CentOS. Donc là, la base n'est pas encore tout à fait fonctionnelle chez pkgs.org. Mais on a EL Repo. Donc chez EL Repo, vous avez les fameux kernels mainline et long term. Donc là, le long term n'y est pas. On n'a que le mainline. Bon, voilà, on commence à avoir des dépôts additionnels qui commencent à se remplir. On a RPM, ah tiens, il y a RPM Fusion là, donc RPM Fusion non-free. J'imagine que RPM Fusion non-free, donc vous voyez, il y a le AKMod Nvidia. Alors peut-être que RPM Fusion fournit tout le AKMod. Si vous avez une carte Nvidia et que vous voulez installer le pilote, on peut passer par RPM Fusion. Bon, ça c'est des dépôts que j'installe absolument pas dans le milieu entreprise. En tout cas sur les stations de travail, je ne mets juste que EPEL et pas RPM Fusion. Il n'y a aucun intérêt à avoir RPM Fusion. VirtualBox, bon là on peut installer VirtualBox avec le dépôt qui va bien. Mais il y a encore des petits manques côté EPEL, par exemple vous voyez, donc je vous ai montré, Nmon n'y est pas. J'ai Nwipe, il n'y est pas ici, Nwipe qui permet d'effacer facilement des disques durs, avant de jeter les disques durs et des machines, eh bien j'efface les données dessus, je le fais avec Nwipe, donc là Nwipe je ne l'ai pas retrouvé, donc je pense que ces dépôts EPEL, ça va arriver au compte-gouttes,
Ici, c'est pour ça que je vais conclure, hein, mais CentOS 8 est encore très jeune. Tout le monde n'a pas forcément eu une Red Hat Enterprise Linux pour tester et faire les demandes de Apple. Donc maintenant que CentOS est arrivé, il va y avoir des demandes, des contributeurs au dépôt Apple. Donc je pense que CentOS 8 est une bonne distribution, il y a plein de points positifs. Point négatif, c'est l'absence de mise à niveau. Pour les stations de travail, ça aurait pu être utile. Même si moi personnellement c'est pas un truc qui va m'intéresser, les mises à niveau, mais voilà, ils auraient pu mettre ça quand même. Le système est encore un petit peu jeune. En tout cas pour la partie entreprise, moi je ne l'utiliserai que à partir de la 8.1 ou 8.2, pas avant, hein, le temps que les petits bugs de jeunesse soient corrigés. Et puis vu que CentOS a un support de 10 ans, bah, toutes les CentOS 7 qui tournent en 7, elles passeront de 7 à 9. Du coup, hein, je ne passerai pas sur la 8. Les nouveaux serveurs que je vais installer, je les installerai en CentOS 8, à condition que CentOS 8.1 ou 8.2 soit là. Pour le moment, il n'y a pas de nouveaux besoins qui se font ressentir, mais celles qui sont en 7 et qui tournent en 7, je les passerai pas en 8. Hein. Le jour où CentOS 7 sera plus supporté, ils passeront directement en 9. Voilà, après côté application graphique, bah, y a ce qu'il faut. Hein. Y a ce qu'il faut. Il y a les Flatpak qui vont venir à notre rescousse. Après, dans les logiciels, la Logitech, bah, elle est basique, hein, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir toutes les applications GNOME qui vont être présentes, ça, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, GNOME Machine, il est là, vidéo, donc on a Rhythmbox, vous voyez, on a l'équipement GNOME par défaut, on ne va pas avoir beaucoup d'applications KDE. Du coup, ce qui peut être vu comme un inconvénient et un non-choix de n'avoir que GNOME, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, Red Hat et du coup CentOS, ça va être vraiment focalisé sur qu'un seul environnement de bureau, qu'un seul système d'initialisation, il n'y a qu'un seul environnement cohérent. Donc c'est peut-être pour être mieux intégré et avoir une meilleure qualité, et on voit que pour tenir 10 ans, il faut avoir un produit de qualité, et donc c'est le cas chez CentOS. Bien sûr, utiliser CentOS, jamais je ne conseillerais CentOS à quelqu'un qui viendrait par exemple à notre association puis qui nous dit ah bah tiens, j'ai besoin d'une distribution Linux, mais moi je fais du jeu vidéo, j'aime bien avoir les logiciels récents, bah, je lui conseillerais jamais CentOS. Mais CentOS dans le monde entreprise, c'est vraiment une valeur sûre et une valeur fiable, même si c'est vrai que en France, les administrateurs système et les gens dans le monde entreprise sont plutôt pro Debian, là où ailleurs, hein, aux États-Unis, CentOS et Red Hat prennent quand même beaucoup plus le pas que Debian. Je vais dire l'intérêt pour du Linux Debian c'est très français. Hein, ça, c'est très français. Les Français sont plutôt chez Debian, et c'est peut-être un des seuls pays qui est très orienté Debian, mais les Allemands sont pas très Debian, hein, ils sont SUSE et CentOS. Mais Debian, c'est assez français, quoi. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt en faveur de CentOS. Je trouve que c'est vraiment une excellente distribution pour le contexte entreprise. Même si, vous voyez, j'en ai pas fait que des éloges, il y a 2-3 petites bricoles qui sont un peu, voilà, l'absence de logiciel dans Apple, là, pour cette version 8, faut attendre un peu. L'absence de mise à niveau, tout ça c'est des petits inconvénients où ils auraient pu travailler dessus, mais de manière générale on a un produit de bonne qualité, et c'est pas de mal à veille que je vais partir sur des serveurs Debian au travail, hein. On est toujours bien, on n'a pas eu de surprise avec CentOS, et ça risque de continuer sans souci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez mettre votre avis sur CentOS ou commenter, hein, par rapport à ce que j'ai dit, ce dont j'ai parlé, eh bien vous pouvez le faire dans les commentaires, hein. Vous avez bien compris que les commentaires, j'y tiens assez, hein, parce que c'est assez sympa de discuter avec vous, même si je ne réponds pas forcément à tout le monde. Il y a des commentaires que je ne vois pas, il y a des notifications qui n'arrivent pas forcément. Mais voilà, je voulais vous partager mon avis, mon ressenti sur cette CentOS 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo
vidéo qui, pour le moment, je ne sais pas sur quoi elle traitera. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!